C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Groenland, menace russe et si Trump avait raison. Fiction ou réalité? Berlin assure ces dernières heures que la mission militaire européenne a été décidée face aux menaces de Moscou et de Pékin. Mais n'est-ce qu'un argument pour faire plaisir au président américain? C'est lui qui assure depuis des semaines maintenant que le territoire est en proie à ces deux forces. Pour lui, voilà qui justifie de vouloir mettre la main sur l'île. Alors posons-nous la question, et s'il y avait en effet un réel enjeu de sécurité? Le Groenland pourrait-il être le prochain front Russie-États-Unis? Les Chinois sont-ils en embuscade? Le point sur la réalité de la menace russe et chinoise en carte dans quelques instants, donc vous l'avez compris. Et Donald Trump, par ailleurs, il a trouvé un nouvel argument pour justifier son ambition de mettre la main sur cette île. Ce territoire serait, je cite, vital pour le dôme d'or qu'il construit. Argument fallacieux ou sérieux? Là encore, on se pose la question. Et surtout, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ce dôme d'or? Là encore, comptez sur nous pour tout vous dire sur ce bouclier antimissile de défense américain. Et puis écoutez, regardez. Ce sera le QG des soldats français pour les prochains jours. Cette base militaire danoise à Nuuk, et avec d'autres soldats allemands, suédois, norvégiens. Ils sont envoyés ici pour effectuer ce qu'on appelle une mission de reconnaissance. En clair, appréhender au mieux ce territoire inhospitalier avec ses immenses étendues et ses températures glaciales en ce moment. Très concrètement, ils apprendront par exemple à utiliser des drones par temps de grand froid. Alors pour les Groenlandais que nous avons interrogés, c'est tout simplement un soulagement. Enfin, une réponse concrète et unie de la part des pays européens. Même si la plupart d'entre eux nous l'ont confié, ils en attendent plus de l'Europe. Ils craignent que quelques dizaines d'hommes supplémentaires soient insuffisants face aux moyens colossaux américains. Emmanuel Macron l'a justement annoncé hier. Il enverra prochainement d'autres moyens terrestres, aériens et navals ici au Groenland. Merci beaucoup à Roxane Sigula avec Pierre Dehonne depuis Nuuk au Groenland, vous l'avez compris, qui suivent l'arrivée de ces soldats français sur le territoire groenlandais. Le grand dossier Groenland, menace russe et si Trump avait raison. C'est donc parti. Je salue et j'en suis ravie sur ce plateau pour tout comprendre et pour tout décrypter. Claire Cambier, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un reporter au service international de TF1 et LCI. Bonjour, général Nicolas Richoux. Merci également d'être là. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonjour à vous, Gallagher Fenwick, ravi également. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Alors, le déploiement de ces soldats français, on vous en a parlé bien sûr dès hier, on vous a expliqué quel était l'objet de cette mission. Le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Trump. C'est ce que dit sa porte-parole. On l'écoute. Je ne pense pas que le déploiement de troupes en Europe ait un impact sur la prise de décision du président et cela n'a aucun impact sur son objectif d'acquérir le Groenland. Je vous pose la question assez clairement. Cette mission est-elle en effet dérisoire? Vous savez que beaucoup soulignent 5 Français, un soldat du Royaume-Uni, 2 Norvégiens, et après tout, qu'en aurait-il à faire le président américain? Eh bien d'abord, c'est une décision politique qui est importante pour montrer notre solidarité avec un territoire autonome qui appartient à un pays membre de l'UE. Et deuxièmement, c'est pas symbolique. Pourquoi? Parce que là, ce sont des précurseurs. Ça a été très bien dit, ça a été d'ailleurs rappelé par le président de la République dans son discours de vœux à Istres. Eh bien, ça va être suivi par des moyens terrestres, navals et aériens. Alors, c'est sous embargo aujourd'hui, on ne sait pas combien ça va être. Ça doit être encore en discussion en fonction de ce que peuvent faire les armées. Je rappelle qu'il y a eu un conseil de défense hier matin et donc il s'agit de déployer des forces. Ces forces doivent être avant tout dissuasives. Il ne s'agit pas de faire la guerre aux Américains. Il s'agit que s'ils débarquent, eh bien, s'il y a un coup de feu, la responsabilité leur incombe et l'infamie leur incombe. Parce que ils attaquent un pays allié et essayent de conquérir territorialement un bout de pays allié, c'est l'infamie, c'est pire que Pearl Harbor. Donc là, véritablement, ça sera l'explosion, peut-être de l'OTAN. Peut-être pas complètement, parce que certains pays trouveront peut-être encore des excuses, mais globalement, ça risque d'une très très grosse atteinte à la solidarité occidentale, malheureusement. Claire Cambier, à ceux qui disent dérisoire. Dérisoire, voire on a entendu ridicule. Oui, mais je rejoins ce qui a été dit. Déjà, c'est très symbolique. Et puis, c'est une première mission pour voir les besoins. Le président a annoncé qu'il y aurait des renforts terrestres, maritimes, aériens. Il faut donc s'attendre à ce que d'autres soldats arrivent sur le territoire. J'en discutais avec un diplomate. Il me disait, mais c'est une démonstration. C'est déjà montré en fait qu'il n'y a pas de péril imminent sur le Groenland, que la menace n'est pas aussi importante qu'on peut le croire. Et puis, c'est montré
montrer que l'Europe peut prendre en charge la sécurité. Alors, la première ministre danoise, elle l'avait déjà dit par le passé, il y a 12 milliards d'euros qui ont été investis pour la défense de l'Arctique par le Danemark juste sur l'année 2025. Ils prennent les choses en main. Et cet exercice militaire qui a été organisé par les différents pays européens, ce n'est pas non plus une première. En septembre dernier, il y avait déjà eu un exercice, l'Arctic Light, où il y avait 550 soldats déployés, avec des Danois évidemment, mais aussi des Français, des Allemands, des Suédois, des Norvégiens. Mais vous croyez, vous, que ça aura un impact, Gallagher ? Ça a déjà un impact. Le symbole, il est très très fort. La manière dont je le reçois, parce qu'on insiste en fait sur la très faible quantité, mais en miroir de cela, il faut, je crois, regarder le symbole qui est très très fort et qui renvoie dans une certaine mesure, et il faut souhaiter que ce ne soit pas le cas, mais à des batailles qui sont absolument mythiques, où l'asymétrie, en fait, sert à renforcer l'idée d'un courage désespéré. Et les Américains adorent ce genre d'histoire. Il y a un mythe fondateur, celui du Fort Alamo. C'est une bataille très connue dans l'histoire qu'on raconte aux petits Américains comme moi. En 1836, vous avez quelques 200 Américains, dont Davy Crockett, qui sont retranchés dans un fort, qu'ils défendent pendant 13 jours face à l'armée mexicaine. Ce sont des milliers d'hommes qui vont tous les tuer, mais ils auront tenu 2 semaines. Et ça, c'est un mythe dont on se sert quand on est américain pour parler, voilà, de cet esprit de résilience, de conquête, cette bravoure, etc. Ça va galvaniser évidemment le Texas qui finira par gagner son indépendance, enfin, de se détacher du Mexique. Pour nous, j'allais dire français, il y a la bataille de Bir Hakeim. Donc, comme le disait très bien le général Richoux, c'est aussi cette idée, de mettre l'agresseur face à l'infamie qui serait la sienne s'il venait à décider de passer sur les corps de ces quelques soldats qui effectivement n'ont absolument aucune chance de l'emporter face aux Américains. Ça vient de tomber à l'instant. Donald Trump menace de droits de douane les pays qui ne soutiennent pas son plan pour le Groenland. Bon, on connaît les droits de douane, c'est son arme massive ces derniers temps. Il l'a fait encore avec la Chine ou les alliés de l'Iran. Les droits de douane. Ça veut dire qu'il est fébrile, ça veut dire qu'il sent une résistance, qu'il se sent obligé de passer à la il ne supporte vitesse pas. supérieure. Il y a quand même un côté hubris où il ne supporte pas la contradiction. Enfin, je veux dire, c'est comme si le Groenland lui appartenait de droit divin et que comment se fait-il qu'on ose s'opposer à l'empereur ? Je veux dire, il y a sur le plan psychologique et même psychiatrique, il y a quelque chose qui m'interpelle considérablement. Mais maintenant, il faut prendre très au sérieux ce qu'il nous dit. On s'est déjà couché sur des droits de douane à 15%. Peut-être, bon, on va voir ce que ça donne, mais il ne pourra pas de toute manière sanctionner les États séparément, puisque tout ce qui est droit de douane, les négociations sont du ressort de l'Union européenne, et s'il y a une réaction, elles ne peuvent venir que de l'Union européenne, et c'est peut-être là aussi notre faiblesse, parce qu'on a bien vu qu'on n'a pas été capable d'être unis la dernière fois qu'il a fallu se mettre en ordre de bataille face au premier droit de douane de Donald Trump. On s'est couché. C'est ça la véritable faiblesse de l'Europe, donc il faut prendre très au sérieux ce qu'il nous dit aujourd'hui, oui. Voilà, il faut le prendre au sérieux. La menace, c'est peut-être c'est la menace, mais elle est brandie quand même. Bien sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est-à-dire que tous ceux qui l'entourent, donc Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, n'arrêtent pas de répéter, voilà, il faut écouter Donald Trump, il veut le Groenland. Alors, il change de raison toutes les semaines sur voilà, les motifs de cet appétit pour ce territoire, mais la constante, c'est son souhait de l'acquérir, de l'annexer. Je vois la citation de Donald Trump, je veux peut-être imposer des droits de douane sur des pays qui s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland, tiens, pour la sécurité nationale, on va évidemment en reparler. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas se rassurer avec cette citation en disant, bon, il éloigne la perspective militaire, ses droits de douane. D'abord, les droits de douane, c'est l'économie. L'économie, ça fait partie des outils du hard power. L'économie, c'est extrêmement violent. Ouais. Quand vous êtes les États-Unis, la première économie mondiale, et que vous brandissez ça, c'est l'équivalent de déplacer le Gerald Ford. C'est dire, attention, je vais vous écraser avec ma puissance économique. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que, pour le coup, et ça me renvoie à un sujet qu'on a traité il n'y a pas très longtemps, le Venezuela, où il n'y avait pas beaucoup de monde pour rappeler le droit international parce qu'il s'agissait de Maduro. Il y avait plein de gens pour dire c'est super, regardez, c'est pris. Et, je dis attention, violation de souveraineté. Là, on se rend compte, on a une illustration supplémentaire du fait que pour Donald Trump, il n'y a pas d'alliés et. Mais comment on doit réagir à ça maintenant ?
Des droits de douane. Comment on doit réagir? La symétrie. On est une puissance qui doit être la deuxième du monde. Si on prend sur le plan économique l'Union européenne, on est la deuxième ou la troisième. Je ne sais pas si la Chine est la troisième. Bon, donc on est la troisième puissance au monde. Si on impose des droits de douane, on leur fait mal. Si on impose 50% sur les GAFA, on va voir si ça leur fait mal ou pas. Maintenant, il faut avoir le courage. Et le courage, c'est le problème, c'est l'unité. Qui décide? On est à 27, et donc tant qu'on n'est pas d'accord à 27, effectivement, ils profitent de ça. Mais la seule solution, c'est de montrer aussi notre capacité de nuisance. Leur dire, maintenant, vous arrêtez vos conneries, parce que ça commence à bien faire. Là, ce sont des adversaires, à la limite d'être des ennemis. Donc maintenant, il faut quand même qu'on se mette en ordre de bataille. Le fera-t-on? Moi, j'ai encore des doutes, malheureusement. C'est terrible ce que je dis, mais j'ai des doutes. Voilà. À des adversaires, à la limite d'être des ennemis. L'image que vous voyez là en direct, vous voyez Donald Trump sur le côté de l'image, c'est lors de cette réunion là qui se tient en ce moment même qu'il a tenu ses propos sur le Groenland. Donc la menace peut-être de droits de douane pour les pays qui ne soutiendraient pas son plan sur le Groenland. Oui, Claire. On parle d'unité face à Donald Trump, mais il faut quand même souligner que sur ce dossier, les Américains sont clairement désunis. Il y a 17% des Américains seulement qui soutiennent ce projet d'annexion. C'est un sondage Ipsos Reuters qui a été publié mercredi. Il y en a 71% qui rejettent totalement l'utilisation de la force. Et vous le savez, est attendue également une délégation américaine, 11 membres du Congrès, des démocrates, des républicains également, qui veulent montrer leur opposition à ce projet de Trump. Le pouvoir politique aux États-Unis n'est pas du tout d'accord sur ce projet-là. Comment on réagit? En fait, en rappelant que Donald Trump, quelque part, effectivement, là, il est face à une opposition. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure par rapport au Venezuela, là, vous êtes vraiment face au premier de la classe. Je veux dire, le Danemark, sur les questions de défense, avait pris la clause de l'opt-out par rapport à l'Europe. C'était entièrement mis entre les mains des États-Unis. Et un exemple, un seul, pour lequel je parle du premier de la classe, c'est que quand l'article 5, une seule fois dans toute l'histoire de l'OTAN, était déclenché après le 11 septembre, les Danois étaient aux côtés des Américains en première ligne en Afghanistan. C'est le pays qui, en ratio par rapport à sa population, a payé le tribut le plus lourd. Et moi, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, si vous voulez, de députés danois, des images, des cercueils de ces Danois qui sont rentrés comme ça d'Afghanistan, et en posant la question à Donald Trump, mais vous dites que vous en avez besoin pour des raisons de sécurité, regardez, si vous avez des soucis de sécurité, on a toujours été à vos côtés, on a payé le prix fort pour ça. On y reviendra, on se demandera encore une fois comment réagir face à cette nouvelle menace du président américain, celle de possibles droits de douane pour les pays qui ne soutiennent pas son plan sur le Groenland. Mais l'autre question aussi de ces derniers jours, de ces dernières heures, c'est de savoir comment nous réagirions militairement s'il y avait intervention militaire des États-Unis sur ce territoire. Concrètement, si même nous le voulions réagir militairement, le pourrions-nous? Et c'est une question qu'on va se poser ensemble. Général, si vous le voulez bien, sommes-nous trop dépendants aujourd'hui techniquement des États-Unis pour intervenir? Je rappelle, je me le permets moi, un chiffre, 2/3 des armes européennes sont de fabrication américaine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets? Oui, le chiffre exact, je crois, c'est 64%. Donc on est vraiment très très près des 2/3. L'exemple que l'on connaît bien, c'est celui du F-35. Le F-35, alors pour en plus avoir l'exemple le plus parlant possible, les Danois, qui sont aujourd'hui agressés au moins verbalement et politiquement par Donald Trump, ont commandé des F-35, ont l'intention de commander des F-35. Ils ont commandé aussi des missiles Hellfire et ils ont commandé aussi des avions de patrouille maritime. Donc vous voyez un petit peu la contradiction. Le F-35, il est commandé aussi par l'Allemagne, par la Belgique, les Pays-Bas, la Roumanie, la Pologne. Vous voyez, donc c'est un avion, effectivement, qui a eu beaucoup de succès en Europe. Il y a d'autres matériels, il y a les Patriots, il y a les HIMARS, il y a même les Polonais, je crois, ont acheté des Abrams, c'est-à-dire des chars. Donc vous voyez que, effectivement, pour se sevrer du matériel américain, c'est pas gagné. Heureusement, le cocorico, c'est que la France, elle, est autonome quasiment en matériel militaire. Donc vous l'avez compris, l'un de nos sujets, si nous voulions intervenir, c'est notre dépendance. Ça ne s'arrête pas là, parce que on dépend beaucoup de Donald Trump sur la question de l'OTAN, au sein de l'OTAN. Oui, alors oui, parce que les États-Unis, c'est à peu près 1 000 milliards de dollars et l'OTAN, c'est 360 milliards, grosso modo, je crois que c'est 359. Donc on voit bien l'asymétrie. Et donc l'OTAN perd de sa signification sans les Américains, effectivement. Donc effectivement, les Américains ont une part absolument colossale dans la part de l'OTAN, dans leur participation à l'OTAN. Et donc ça nous pose un véritable problème. Mais sachant que nous,
si il y a les Américains, on voit bien, c'est un pilier unitaire, c'est-à-dire il y a un commandant en chef avec une armée, et l'Union européenne de l'autre côté, le pignon européen, malheureusement, c'est 27 États membres qui essayent de se coordonner, bon an, mal an, mais malheureusement, cette coordination est assez difficile. Nous n'avons pas d'armée européenne et nous n'avons pas de commandant en chef, c'est-à-dire le problème de qui donne l'ordre, qui dit go, on y va, qui donne l'ordre à des citoyens européens de s'engager et y compris d'aller se faire tuer au combat. Ça, nous ne l'avons pas et c'est un gros handicap. Mais je voudrais qu'on s'arrête à nouveau sur ces chiffres. Dépenses militaires des pays de l'OTAN 2024, les États-Unis 967 milliards, Union européenne 359 milliards. Et je ne sais pas si c'est possible en régie de revoir les propos du général de Villiers qui se sont affichés juste avant, parce que c'est lui, ces dernières heures, qui a dit mais personne ne bougera de notre côté, regardez. Les États-Unis financent plus de 50% de l'OTAN et nous serions contraints d'attaquer les États-Unis. Cette situation n'aura pas lieu. Personne n'attaque les États-Unis. S'il se passe quelque chose au Groenland, il me semble bien que ce sont les États-Unis qui attaquent l'Europe. Ça, c'est véritablement l'accusation inversée. Je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. C'est vrai sur le poids des États-Unis en OTAN, mais nous ne sommes pas contraints d'attaquer les États-Unis. Nous sommes sur un territoire autonome qui appartient à une nation appartenant à l'Union européenne. En quoi sommes-nous illégitimes? Nous n'avons pas demandé à qui que ce soit d'être présent là-bas. S'il y a attaque, ce sont les États-Unis qui attaquent. Et à ce moment-là, ils deviennent clairement nos ennemis. Et donc à ce moment-là, je pense que sur le plan politique et puis sur le plan de l'histoire, il faut marquer le coup. Et ça sera symbolique, mais il faut le marquer. Et je rappelle quand même qu'une vie, c'est long, et les gens qui auront donné l'ordre d'attaquer, rien ne dit qu'ils ne seront pas mis en examen, tôt ou tard, y compris dans les tribunaux américains, le jour où les MAGA auront disparu dans les poubelles de l'histoire. Général, merci. Voilà pour le coup de gueule. Mais qu'en pensez-vous? Il nous tient Donald Trump, et rien ne pourra changer ça. Non, si, la présence de troupes européennes qui font partie de l'OTAN complique quand même l'équation. Parce que là, on est sur une situation tellement dramatique. Je pense qu'il est bon de rappeler que certains des Américains qui seraient appelés à débarquer sont peut-être les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'Américains qui eux-mêmes ont débarqué sur nos côtes, celle de Normandie, par bel après-midi de juin 1944, pour nous libérer. Et l'idée, ce serait quoi? Ce serait qu'ils reviennent sur nos côtes, mais cette fois du côté de Nuuk, pour nous annexer et nous occuper. C'est-à-dire que c'est une telle rupture, un tel renversement de l'histoire qu'il faut bien expliquer cela. C'est ce qu'essayent de faire, et Claire en parlait très bien, des membres de la Chambre, des sénateurs, des personnages de premier plan, qui autant sont prêts à accompagner Donald Trump dans des violations du droit international quand il s'agit d'aller s'en prendre à Maduro au Venezuela. Mais là, je le redis, le Danemark, c'est vraiment les premiers de la classe. C'est parfaitement injustifiable. Et cette histoire, et on va en parler ensemble, que ce soit sur les ressources, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur le territoire, rien de tout cela n'a de sens. Et je pense que l'incohérence de la démarche fait partie de sa puissance, mais aussi des raisons pour lesquelles nous sommes sidérés et comme tétanisés face à ce qui n'a, pour reprendre les mots du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, pas de sens. Général Jean-Paul Palomareau, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu, ancien commandant suprême allié transformation de l'OTAN. Juste ici, ce serait vraiment formidable. Merci beaucoup, Général. Je vous laisse à peine le temps de vous installer, mais je vous pose la question au fil de notre discussion. Vous croyez que l'OTAN ne réagira pas, en tout cas que les membres de l'OTAN ne réagiront pas parce que Trump, c'est 50% de l'OTAN en termes de financement, parce que la plupart de nos armes, ce sont ses armes, en tout cas les armes américaines? On a affaire à l'Alliance Atlantique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour revenir aux bases, finalement, pourquoi a-t-on créé cette alliance? Est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui? Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, ça fait sens. Si un des alliés, quel qu'il soit, celui-ci compte, on pourra revenir là-dessus. L'argent ne fait pas forcément le bonheur en la matière. Ça aide, mais ça ne veut pas dire que les Européens, au sens large, n'ont pas une capacité militaire. Il faut quand même... on était... j'ai écouté les vœux du président hier. Les efforts qui sont faits dans les différents pays européens, y compris en Grande-Bretagne, au sens large du terme, ils ne sont pas neutres. Donc, soyons pas trop larmoyants vis-à-vis de cette comparaison des chiffres. Les 1000 milliards, parce que c'est 1000 milliards, en fait, le budget américain, il est dépensé dans la puissance américaine tout autour du globe. Donc, voilà, on est dans cet équilibre et c'est un test, c'est clair, vous l'avez dit parfaitement, c'est un test de l'Alliance Atlantique, est-ce qu'elle peut survivre
à cette ambiance qu'a amené Donald Trump. Déjà, dans son premier mandat, on était au bord de... Quand il a dit, finalement, l'article 5, la défense collective, c'est monnayable. Il n'a pas répété. Il y a un sommet de l'OTAN qui va arriver cet été. Je crois que ça sera le test de savoir si, oui ou non, Donald Trump veut donner sa chance à l'OTAN à l'avenir. Ou alors, il faudra le réinventer. Alors, on reste ensemble, on continue de se poser toutes les questions qui comptent aujourd'hui, et celles-ci notamment, menaces russes et chinoises. Fantasme ou réalité? Berlin assure que la mission militaire européenne dont on vous parle depuis hier a été décidée face aux menaces russes et chinoises. Mais est-ce que ce sont là des déclarations juste pour faire plaisir à Donald Trump? Parce que c'est lui qui estime que le territoire est en proie à ces forces-là. Regardez, écoutez encore ces dernières heures. Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland. Et nous ne voulons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. Mais il faut se poser toutes les questions, et donc celle-ci aussi. Et si Trump sur ce point avait raison, et s'il y avait un réel enjeu de sécurité avec la Russie, avec la Chine serait-elle en embuscade? On en parle dans un instant avec les faits, les cartes, nos invités. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cet enjeu, Groenland, menace russe, et si Trump avait raison. Et oui, il faut se poser toutes les questions, notamment sur la question de la sécurité du côté du Groenland, les menaces russes et chinoises. On y revient dans un instant. Là, c'est l'heure de l'actualité, de l'essentiel des titres. Sébastien Lecornu va s'exprimer à 18h et ce sera à suivre en direct sur LCI. Le Premier ministre s'exprime depuis Matignon pour présenter ses propositions en vue d'un compromis sur le budget qui lui permettrait d'éviter une censure de son gouvernement. S'il a écarté la possibilité d'un vote du budget à l'Assemblée nationale, il n'a pas encore spécifié s'il passerait par le 49.3 ou une ordonnance pour son adoption. La révolte en Iran. Washington a décidé de sanctionner des responsables iraniens accusés d'orchestrer la répression des manifestants. On l'a appris ces dernières heures. Et puis on en vient aussi à l'affaire Bonfanti. Le dossier vieux de 36 ans est prescrit, tranche la Cour de cassation dans un arrêt qui était très attendu. Cette décision ferme la porte aux poursuites contre Yves Chatin, qui avait finalement avoué en 2022 avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti, portée disparue en 86 en Isère. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc vous êtes toujours devant ce grand dossier Groenland, menace russe, et si Trump avait raison. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, toujours ravi d'être avec Claire Cambier, avec le général Richaud, avec Gallagher Fenwick. Et donc merci encore une fois, général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême allié de transformation de l'OTAN, d'avoir accepté notre invitation. Les menaces russes et chinoises, quelle réalité? Est-ce un fantasme? Berlin, c'est Berlin qui, ces dernières heures, a assuré que la mission militaire européenne déclenchée était une réponse face aux menaces russes et chinoises. Mais est-ce là un argument pour essayer d'amadouer Donald Trump? Parce que c'est lui qui dit cela depuis des semaines maintenant, qu'il y a une question sécuritaire face aux menaces russes et chinoises. Alors on va se poser la question. Et si sur ce point-là, il avait raison? Est-ce qu'il y a, oui, un réel enjeu de sécurité? Gallagher Fenwick, je vous vole, je vous emporte avec moi. Gallagher, la Russie, on va prendre point par point. La Russie pour commencer. Est-elle une menace réelle et directe pour le Groenland aujourd'hui? Alors déjà, il faut comprendre, et c'est inscrit sur cette carte, plutôt ce panneau juste derrière vous, 80% du gaz provient de l'Arctique, notamment du gisement de Yamal, qui est dans le nord de la Russie continentale. Ça, c'est parce que les gisements traditionnels, notamment ceux qu'il y avait en Sibérie occidentale, sont largement épuisés. Donc effectivement, le premier enjeu pour la Russie, il est d'ordre énergétique pour aller à la fois vers son marché intérieur, mais aussi vers l'Asie et l'Europe. Ensuite, la militarisation de cet espace n'est pas du tout nouveau pour la Russie. Depuis une vingtaine d'années, elle procède à la militarisation de cet espace, dont il faut rappeler qu'il y a à peu près une demi-douzaine de nations qui sont riveraines et donc concernées. Mais en contrepartie de cela, il faut quand même rappeler que la Russie, militairement parlant, est quand même déjà très largement mobilisée par un autre effort, celui-là qui se déroule du côté, vous le savez bien, de l'Ukraine. Merci Gallagher, ça c'est la Russie. La Chine maintenant, qu'en est-il de la Chine et de ses menaces? La Chine
pareillement, elle est présente dans cette zone pour des raisons économiques, des raisons environnementales. L'effort militaire se fait de manière, j'allais dire, plus insidieuse, au travers notamment de l'économie, en essayant de signer des partenariats ouvertement dans cette zone, parfois par des sociétés écrans qui sont derrière lesquelles on découvre sur le tard une présence chinoise. C'est bien le signe que cette grande nation s'intéresse elle aussi de très très près à cet espace à l'intérieur duquel on retrouve finalement les grands enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Merci encore une fois Gallagher. Au sein de l'OTAN, des voix s'élèvent ces dernières heures pour dire oui, il y a un vrai sujet concret de sécurité dans l'Arctique, notamment le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui dit ceci: la Russie et la Chine utilisent de plus en plus l'Arctique à des fins militaires, remettant ainsi en question la liberté des voies de transport, de communication et de commerce. On y est, Gallagher, c'est parfait. Et général Jean-Paul Paloméros, qu'en pensez-vous, vous? Est-ce que vous partagez ces craintes? Est-ce qu'elles sont partagées au sein de l'OTAN de menaces russes et chinoises? Oui, c'est un dossier qui est très lourd et j'en prends comme exemple le fait que lorsque j'étais commandeur de l'OTAN, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2014, on a eu beaucoup de mal et j'étais en charge de préparer l'avenir, donc de regarder un peu toutes les menaces qui pouvaient peser sur l'ensemble de l'OTAN, qui s'est élargi encore de plus, la Suède, la Finlande. Et donc, cette question du Groenland, et ça a été extrêmement difficile d'amener à la table des discussions de l'OTAN, 2014. C'était pas Trump, c'était Obama, une discussion entre les différents partis. Et les deux pays qui étaient vraiment pratiquement en conflit sur le sujet, c'était pas le Groenland, c'était pas le Danemark, c'était les États-Unis et le Canada. Si on prend une carte vue du pôle, c'est passionnant. Quel est le pays qui est le plus proche du Groenland? C'est clairement le Canada. Donc on voit que c'est un ensemble, finalement, de lutte intestine. Il faut se souvenir que, alors là, vu des Russes, en 2007, ils sont allés planter quand même un drapeau à 4200 mètres sous la mer, dans les eaux territoriales du Groenland. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas là, ils connaissent. Maintenant, en termes stratégiques, il est clair que pour le suivi des missiles balistiques, il y a des installations qui ont fait leur office pendant la guerre froide. Ces installations, pour des raisons diverses et variées, de coûts et autres, et peut-être de moindres menaces, ont été dissoutes. Il y a eu des accords entre les grands pays sur la réduction des armes nucléaires et tout ça, mais maintenant tout ça est obsolète. Donc cette menace, elle redevient tout à fait d'actualité. Mais d'un autre côté, les États-Unis ont tous les outils pour répondre à la question, puisqu'il y a un traité de 1951 qui leur donne pratiquement tous les droits d'installation sur le territoire du Groenland pour le défendre avec l'accord de l'OTAN. Donc Trump ne peut pas argumenter sur le fait qu'ils doivent annexer le Groenland pour le défendre, puisqu'il a déjà les moyens institutionnels pour le défendre. Donc si je vous suis sur le fond, la réalité des menaces, oui. Il a plutôt raison. En revanche, c'est sur la réponse et sur les moyens qu'il répond à côté. Juste vous signaler que les Russes montrent un tout petit peu les muscles et les dents ces dernières heures. Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, regardez. La diplomatie, la recherche du consensus et les solutions de compromis sont de plus en plus remplacées par des actions unilatérales et souvent très dangereuses. Et au lieu d'un dialogue entre États, nous entendons le monologue de ceux qui, forts de leur pouvoir, s'arrogent le droit de dicter leur volonté, de donner des leçons aux autres et de donner des ordres. Comme le reste du monde, nous suivons bien sûr la situation au Groenland. Nous constatons une situation très contradictoire. Nous partons du principe que le Groenland est un territoire du Royaume du Danemark. Cette question comme ça, est-ce que le prochain front, un prochain front futur, pourrait être Russie-États-Unis sur cette question du Groenland ou de l'Arctique d'une manière générale? C'est ce que Donald Trump n'arrête pas de répéter. Il le dit. Il a raison de le penser. Vous savez quoi? Moi, j'ai une idée. Elle va peut-être vous paraître complètement folle. Mais étant donné qu'il y a une menace russe dans l'Atlantique Nord, si on se mettait ensemble avec les États-Unis, qu'on faisait un traité et qu'on appelait ça, par exemple, le traité de l'Atlantique Nord, qui nous servira à nous défendre contre une menace russe. C'est malin. Effectivement, alors c'est une idée qui peut paraître folle, peut-être un peu surannée ou désuète parce que l'époque est nouvelle, mais je pense que ça pourrait fonctionner. Seulement,
il faudrait qu'on ne s'agresse pas les uns les autres et qu'on se mette d'accord sur les enjeux. Et dans ce cadre-là, je vous le confirme, la Russie, demander aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes et à nous les Européens, c'est effectivement une menace. Gallagher, vous voulez nous montrer une carte, parce qu'il faut montrer ce qui se passe dans les eaux. Très rapidement, effectivement, un autre des enjeux, et si on peut voir la carte, si la régie veut bien nous l'afficher, c'est ce qu'on appelle la fonte des glaces, qui est due au réchauffement climatique et qui fait que de nouvelles routes commerciales, vous la voyez en rouge, s'afficher, sont en train de s'ouvrir. Ça, c'est évidemment un enjeu commercial, mais pas seulement, parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles voies plus rapides, vous gagnez en consommation d'énergie et donc vous gagnez économiquement en raccourcissant vos trajets. Là, l'enjeu, c'est aussi la délimitation, et le général Paloméros en a parlé, des eaux territoriales. Il y a notamment un contentieux entre les Canadiens et effectivement les États-Unis, avec les Américains qui estiment que certaines eaux sont libres internationales et les Canadiens qui répondent non, ce sont nos eaux territoriales. Alors, il y a un nouvel élément majeur à avoir en tête, c'est le Golden Dome. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. On va vous expliquer ce qu'il y a derrière ces mots. Mais Trump assure désormais qu'il a besoin du Groenland pour son dôme d'or qui assurait sa sécurité nationale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Donald Trump il a déclaré que le contrôle américain du Groenland était vital pour le système de défense aérienne antimissile Golden Dome. Regardez, écoutez. Nous avons une très bonne relation avec le Danemark, mais nous faisons le Dôme d'Or. Nous faisons beaucoup de choses et nous en avons vraiment besoin. Si nous n'y allons pas, la Russie va y aller et la Chine va y aller. Ouais. Et ça, c'est vraiment un argument tout nouveau. C'est la première fois qu'il fait le lien entre ce gigantesque projet américain et la possession du territoire autonome danois. Mais de quoi parle-t-on? Je l'ai promis, on va vous éclairer avec le général Richaud. Général, Donald Trump, il a présenté ce dôme d'or en mai dernier, en réalité, en présence de Pete Hegseth, qui expliquait en quoi ce serait une protection majeure pour les États-Unis. Écoutons-le d'abord. Nous allons protéger notre patrie des missiles de croisière, des missiles balistiques, des missiles hypersoniques, des drones. Maintenant, Général, charge à vous de nous expliquer comment il pourrait parvenir à une telle performance. Mais écoutez, déjà, ça reste très nébuleux parce qu'il y a des effets d'annonce et puis finalement, on ne sait pas très bien comment ça va être réalisé et ce que cela va coûter. Ce qui est certain, c'est que si c'est mis en œuvre, ça va coûter des centaines de milliards de dollars, vraisemblablement plus que le budget annuel des États-Unis. Il s'agit de couvrir tous les États-Unis d'Amérique. Alors, on sait qu'on est capable d'avoir quelque chose d'à peu près efficace sur une surface comme Israël, qui correspond à quelques départements français. Mais on sait également, et on l'a vu face à l'Iran, que plus le conflit dure, moins la couverture est efficace, parce que finalement, au bout d'un moment, il y a des trous. Alors si ça doit être fait, ça sera la combinaison de systèmes de radar, d'alerte avancée, de systèmes spatiaux, et puis de systèmes d'interception, d'où l'utilité du Groenland pour avoir tout ça de manière précoce, parce que ça se situe sur le trajet des missiles éventuels de la Russie. Effectivement, on en vient au Groenland. Dans une interview accordée à Fox News mercredi dernier, c'est J.D. Vance aussi qui a évoqué le rôle continu, selon lui, du Groenland dans l'infrastructure de défense antimissile. Mais quel rôle du Groenland? Le bouclier spatial Dôme d'Or voulu par Trump a-t-il vraiment, à ce point, besoin du Groenland? Eh bien, vous voyez, là, c'est la carte vue du ciel. Ça me rappelle les cartes de Gérard Chaliand qu'on étudiait quand j'étais à Saint-Cyr. Et donc, ça, c'est véritablement... On voit le monde de manière très différente et on s'aperçoit, effectivement, que le continent américain n'est pas loin du continent russe. Et donc, c'est le plus court chemin pour atteindre, avec des missiles balistiques, effectivement, les États-Unis. Dans ce contexte-là, effectivement, plus vous allez détecter et intercepter précocement les missiles, moins il y en a qui arriveront sur les territoires des États-Unis d'Amérique. Mais rappelons quand même qu'il y a le Canada. Donc c'est aussi, il faut le remettre en perspective avec le fait que Donald Trump aimerait bien que le Canada devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique pour les mêmes raisons, finalement. C'est parce que, d'abord, ça lui donnera une assise territoriale sur tout l'hémisphère nord, mais en plus, effectivement, il aura effectivement là un système de défense complet vis-à-vis des Russes. C'est très clair. Merci, Général. Justine Jankowski, depuis Washington, merci beaucoup d'être avec nous en direct avec Mathieu Derrien. Donc, je le disais, c'est la première fois dans le cadre du dossier groenlandais qu'il met cet argument sur la table, Donald Trump. Il le prend très au sérieux, son Golden Dome.
Oui, d'ailleurs, pour lui, ce Golden Dome, il est vital et c'est comme ça qu'il justifie son envie de contrôler le Groenland. Alors, il en a parlé, vous l'avez dit, en mai dernier, mais il n'a pas donné beaucoup de détails. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agirait d'un projet sur 3 ans qui coûterait la modique somme de 175 milliards de dollars. Mais si on demande aux experts ici, ils considèrent que finalement, il n'y a pas tant besoin du Groenland pour son fameux bouclier, et ce pour 2 raisons. Enfin, il n'a pas besoin de contrôler le Groenland pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il a déjà une base américaine au Groenland et qu'il pourrait totalement l'étoffer avec un système pour bloquer les missiles. Et puis parce que ce système de bouclier, il pourrait aussi le développer au Canada, par exemple, ou encore à New York. Ça a été envisagé par le Pentagone. Donc si Donald Trump veut se saisir du Groenland et le contrôler, les raisons sont sans doute aussi à chercher ailleurs. Merci beaucoup, Justine Jankowski, avec Mathieu Derrien depuis les États-Unis. Et on revient vers vous dans un instant parce qu'on va reparler de cette nouvelle menace du président américain de droits de douane si on ne soutient pas son projet sur le Groenland. Mais Général Paloméros, ce Golden Dome, est-ce qu'il vous fait sourire? Est-ce que c'est un projet ça ne me fait jamais sourire quand on parle de projets aussi mais importants. que vous prenez et que l'OTAN prend particulièrement bien sûr, c'était une partie de mon métier pendant ma carrière militaire, c'est de la défense aérienne qu'on appelle élargie. Et il ressuscite en fait le vieux rêve de Ronald Reagan. La protection tous azimuts, complète. C'est un rêve, c'est un mythe en quelque sorte. Rien n'établit aujourd'hui que... quand on voit les évolutions de la menace d'un côté, alors on parle des missiles Oreshnik par exemple, avec les menaces Mirvé, c'est-à-dire plusieurs dizaines de têtes qui évoluent indépendamment. Donc c'est un enjeu technologique colossal. On n'est pas du tout sûr qu'on y arrivera. Ça peut réduire la menace, c'est vrai. Les Américains ne s'en sont pas privés. Il faut savoir que pour contrôler aujourd'hui la défense contre des missiles balistiques russes, il y a un centre qui s'appelle le NORAD, le commandement du Nord, Air Defense, North Air Defense, qui associe les Américains et les Canadiens. Donc, c'est constitué comme étant un continent à défendre, une partie de l'OTAN, en quelque sorte, à défendre. Donc, il y a déjà une structure, il y a des intercepteurs qui sont positionnés. Donc, je pense que par rapport à la menace, on pourrait dire qu'on a à peu près tout ce qu'il faut pour la réduire, tout en sachant que le principe de la dissuasion, il n'est pas là. Le principe de la dissuasion, c'est le suicide collectif, quoi. Ça veut dire qu'on a admis une fois pour toutes que, de toute façon, la menace évoluerait de telle manière qu'elle peserait toujours sur les intérêts vitaux et qu'à ce moment-là, la seule réponse était d'en faire autant et de paralyser l'ensemble. Donc là, il ouvre une autre voie qui est dangereuse, c'est de se dire, on peut se défendre. Donc peut-être qu'on est en train de rompre ce cycle de la dissuasion et où va-t-on à partir de là? Et ça avait été le sujet avec Ronald Reagan. Ronald Reagan a été obligé d'arrêter parce que ces projets, ils demandaient des technos qui sont peut-être disponibles aujourd'hui, mais qui sont très coûteuses, très difficiles à entretenir. Donc ça peut entretenir la machine industrielle américaine, ça c'est sûr. Ça peut faire des progrès, entre guillemets, technologiques, mais j'y crois pas vraiment. Alors, on me dit à l'instant que nous venons de recevoir la déclaration de Donald Trump dans laquelle il nous menace. Il menace l'ensemble des pays qui ne seraient pas d'accord avec son projet au Groenland. Et la menace, c'est comme souvent avec Donald Trump, celle de droits de douane. On peut écouter maintenant le président américain, regardez. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland. Parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Je vais peut-être le faire. Alors, Général, je ne vous ai pas entendu encore sur ce sujet. Comment recevez-vous cette menace peut-être sur les droits de douane du président américain? Je reprendrai ce qui a été dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. La force de l'Union européenne, qu'elle ignore elle-même, c'est une puissance économique qui s'ignore, c'est assez intéressant comme position. C'est de se dire, il faut qu'on joue collectif. Quoi qu'il se passe au Groenland, il va falloir jouer collectif. Je pense que l'exemple de ce qu'on fait pour le soutien à l'Ukraine, la coalition des volontaires, il faut le mettre en évidence dans tous les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. Parce qu'ils nous touchent tous de la même manière, y compris les Britanniques, y compris la Norvège. Il faut qu'on fasse front, qu'on fasse bloc, et qu'on montre qu'on est aussi une puissance, et que ces droits de douane, ok, on va sans doute faire avec,
Mais il faudra qu'il réfléchisse bien pour savoir s'il n'y a pas un effet retard sur lui-même et sur son économie qui ne va pas si bien que ça entre nous. Alors Justine Jankowski, merci beaucoup d'être à nouveau en direct avec nous, avec Mathieu Derrien. Le bras de fer se renforce là, de minute en minute entre l'Europe, d'autres membres de l'OTAN et les États-Unis ? Oui, Donald Trump affirme qu'il pourrait imposer des droits de douane à tous les pays qui ne vont pas dans son sens sur le dossier du Groenland. Alors, il n'a pas donné de détails, il n'a pas donné de chiffres précis, mais on sait que c'est l'arme préférée de Donald Trump pour menacer, pour éventuellement négocier l'arme de la sanction économique. On l'a vu il y a déjà quelques jours sur le dossier iranien, quand il a dit que tous les pays qui commerçaient avec l'Iran, en visant, sans le dire, la Chine, par exemple, que tous les pays qui commerçaient avec l'Iran verraient 25% de droits de douane. À voir donc si cette fois-ci il met ses menaces à exécution. Ce qui est intéressant vu d'ici, ce qui nous interpelle nous, c'est que Donald Trump persiste et signe à vouloir le Groenland absolument, alors qu'il y a plusieurs sondages qui sont sortis dans les médias américains qui disent que les 3/4 des Américains ne veulent pas que les États-Unis contrôlent ce territoire. Merci infiniment Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis les États-Unis, depuis Washington précisément. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? Là, c'est le peut-être. Ah non, j'ai aucun doute sur le fait qu'il ira jusqu'au bout. Il y a un nom et un article dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui ces dernières 24 heures a fait quand même couler pas mal d'encre, qui concerne l'un des soutiens de Donald Trump, un type qui s'appelle Ron Lauder, qui est l'héritier d'un empire cosmétique qui s'appelle Estée Lauder, et dont on apprend via The Guardian qu'il a donné à la campagne de Donald Trump, qu'il a un très bon accès au président, et qu'il a manifestement des holdings sur place au Groenland, et que lui, il est intéressé par certains des matériaux qui se trouvent sous le permafrost. Il faut rappeler qu'il y a quand même 36 millions de tonnes, d'après les études, de terres rares au Groenland. Il n'y en aurait qu'1 million exploitable, mais ça fait quand même une ressource qui vaut très très cher. Et ce serait, j'emploie le conditionnel, lui qui, de manière assez insistante, durant les 2 mandats et l'entre-deux mandats, aurait glissé à Donald Trump que ce serait une très bonne idée de s'intéresser à ce territoire. Au passage, et pour reboucler avec la séquence d'avant, il se trouve qu'il a travaillé au Pentagone à l'époque Ronald Reagan. Donc on voit que ce genre de personnages qui gravitent autour de Donald Trump peuvent avoir une influence qui paraît complètement démesurée et qui fait qu'ils s'engagent dans des projets qui vont contre l'intérêt des États-Unis et contre l'avis même de la plupart des Américains, qui étaient cités à l'instant par notre envoyé spécial Justine Jankowski. Vers Cambier. Oui, je pense que l'argument économique est complètement valable. On l'a vu d'ailleurs dans tous les territoires qu'il a attaqués par le passé, mais ce n'est pas forcément le plus judicieux. On le voit par exemple avec le Venezuela. Il essaye aujourd'hui d'inciter les géants américains à investir au Venezuela. Il y a peu de personnes qui répondent présent, parce que derrière, c'est des investissements énormes, pas forcément pour beaucoup de rendement. Donc est-ce que c'est judicieux? Il faudra le voir également pour le Groenland, sachant que, on l'a répété plusieurs fois sur ce plateau, il y a déjà tout qui est en place pour que les Américains investissent. Il y a déjà des accords commerciaux avec le Groenland. On l'a dit également, ce traité de défense collective de 1951 qui permet aux Américains, alors dans le droit, ils peuvent aller très très loin, élargir leur base. Je voyais qu'ils peuvent même, pour sécuriser une zone, installer des services postaux, des magasins de ravitaillement. Ils ont donc du coup déjà beaucoup de marge de manœuvre. Et je voudrais juste faire un petit retour historique. Je voyais un chercheur danois, Mikkel Runge Olesen, qui était interviewé par nos confrères de Libération, qui revenait un petit peu sur ce traité de 1951. Il expliquait qu'en fait, ça date de 1941, quand la Norvège et le Danemark, est envahi par les nazis à l'époque. L'ambassadeur danois aux États-Unis prend un petit peu ses distances, va tout seul, comme un grand, auprès des autorités américaines pour leur demander de l'aide. En 1941, c'est comme ça que des bases en urgence sont créées par les Américains. Puis une fois que la guerre est finie, les Américains, ils ont bien compris l'importance du Groenland. Le Danemark aurait bien aimé que cet accord soit terminé, et les Américains refusent. Et donc cet accord est signé et leur permet d'avoir énormément de marge de manœuvre aujourd'hui au Groenland. Et la réponse générale, vous nous disiez, la manière forte?
Il n'y a pas de manière forte, on ne peut pas résister à Donald Trump. Maintenant, je pense qu'il faut la force qu'on en envoie, on verra la taille et puis on verra combien de temps elle va rester sur place. C'est surtout la dissuasion. Et si cette dissuasion ne fait pas effet, forcément on ne pourra pas résister aux États-Unis d'Amérique, on n'aura pas les moyens de déclencher une guerre pour le Groenland. Le principe, c'est qu'on a une force sur place et s'il doit y avoir une agression, il faut que la responsabilité juridique incombe aux États-Unis d'Amérique. Nous ne déclarons la guerre à personne. On est sur un territoire autonome qui appartient à un État membre de l'Union européenne. Je veux dire, il n'y a pas plus légitime et on vient à la demande de cet État. Donc nous, on ne fait la guerre à personne. S'il y a une agression, elle sera américaine. Et je le répète, l'infamie dans l'histoire et peut-être le jugement après, on n'en sait rien, une vie c'est longue, eh bien l'infamie sera sur les États-Unis d'Amérique et les gens qui ont donné ces ordres et qui les ont accomplis. Et donc le dernier coup de boutoir de Donald Trump, c'est menacer tous ceux qui sont contre ce projet au Groenland de hausse de droits de douane. Alors voilà, c'est ça l'histoire, l'Alliance Atlantique qui est conçue pour empêcher l'invasion en Europe, qui se retrouve mobilisée pour dissuader l'un de ses membres, et pas n'importe lequel, les États-Unis. Donc cette question, au cœur de nos préoccupations, est-ce l'OTAN qui joue sa survie? À tout de suite. C'est la suite du grand dossier. Vous les entendez, l'OTAN est en péril, l'OTAN juste sa survie et ça s'accentue certainement d'heure en heure avec encore une fois donc la dernière menace en date de Donald Trump. Il y aura hausse des droits de douane pour tous ceux qui s'opposent à son projet au Groenland. Voilà, comme ça on avance. On en parle toujours avec mes invités que je resalue, toujours avec le général Richaud, toujours avec Gallagher Fenwick, toujours avec Claire Cambier. Encore une fois, merci général Paloméros d'avoir accepté notre invitation. Tiens d'ailleurs général Paloméros, l'OTAN. C'est un tout petit peu votre sujet tout de même. Et quand vous entendez l'OTAN en péril, l'OTAN joue sa survie, oui, vous dites si les États-Unis mettent à exécution leurs menaces, l'OTAN ne survivra pas? Oui, c'est un peu la question, OTAN suspend ton vol. Oui, joli. Très joli. Mais il faut se souvenir que, sans faire d'histoire, mais quand même, elle était ébranlée, l'Alliance était ébranlée parce que si on reprend... c'est son fondement et son texte fondateur qui est passionnant. C'est un traité qui est très simple, il faut le lire absolument. J'engage les téléspectateurs à lire parce que c'est un monument de diplomatie des hommes et des femmes qui, après les 2 guerres mondiales du XXe siècle, décident de créer une alliance pour se défendre, non pas pour attaquer, pour être agressif. Ils disent, on a bien compris que si on n'est pas solidaire, on ne pourra pas résister. Alors évidemment, il y a Staline, il y a la guerre de Corée, il y a plein de choses qui se passent. Ils disent, on va construire cette alliance. Et en fait, cette alliance, elle nous a protégés, certes avec un poids américain très fort, mais ça c'est un autre sujet, mais elle nous a protégés depuis 1949. Dans ce traité, j'en extrais 2, on parle souvent de l'article 5, la défense collective, la clause des mousquetaires. Si un seul pays est attaqué, les autres doivent, selon leurs moyens, je dirais, venir à son secours. Mais il y a surtout une clause qui est très embêtante aujourd'hui, parce qu'elle est complètement foulée aux pieds, c'est l'article 2 qui est fondamental. Et ils avaient très bien vu que les différences et les divergences économiques créaient en fait les conflits, les crises, les conflits, voire les guerres. Et ils ont établi que les alliés s'engageaient à ne pas créer de divergences, de confrontations économiques entre eux. Vous voyez où on en est. Donc, sur le fond, tout ça pour dire qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, et c'était vrai dans son premier mandat, c'est encore plus vrai aujourd'hui, le fondement de l'alliance est mis en question. C'est-à-dire on est passé d'une alliance de volonté, de courage pour se défendre collectivement, et ça a plu puisqu'on est 32 aujourd'hui autour de la table. On est passé à une alliance, vue de Trump, transactionnelle. C'est-à-dire, je prends l'alliance, l'OTAN a vécu parce que ce n'était pas un deal. On en a abusé. Ça, c'est vrai, et c'est un défaut. On a cru qu'on pouvait s'appuyer sur l'omniprésence des Américains dans certains domaines. La défense antimissile, le nucléaire, puisque c'est eux qui fournissent des bombes nucléaires quand même à l'OTAN pour ça. Nous, on est autonome, mais pour les autres pays, c'est gravissime. Vous voyez, donc on arrive au moment où il faut se poser la bonne question de savoir si ça a encore un sens ou s'il faut la réinventer. On pourrait très bien imaginer un OTAN sans les Américains. Les termes de la charte, les Américains se retirent, on peut les mettre à la porte, c'est plus compliqué, j'imagine. Mais les Américains se retirent et on se retrouve avec le Canada d'un côté et les autres pays de l'OTAN. Ça fait 31 pays. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Ça changera la donne. Alors, le sujet aussi, c'est qu'il y a certains dirigeants qui le disent, il ne se passera rien.
on ne changera rien. Regardez Giorgia Meloni, elle est interrogée sur sa proximité avec le président américain et on l'interroge. Est-ce franchement la bonne stratégie avec Donald Trump aujourd'hui ? Et elle ironise. Oui, mais... Regardez. Cette stratégie est erronée, mais si elle ne fonctionne pas, l'alternative doit m'être présentée. Que comptons-nous faire ? Nous devons prendre nos distances dans le sens où nous devons sortir de l'OTAN, nous devons fermer les bases américaines, nous devons rompre les relations commerciales, nous devons attaquer les McDonald's. Je ne sais pas ce que nous devons faire, mais il est clair que nous devons faire quelque chose. Voilà. Alors on va attaquer des McDo ? Écoutez, déjà que l'Italie dépense 2% du PIB à leur défense, et puis on commencera à en parler, parce que s'il y en a qui ont bien abusé de cette affaire-là, j'en connais au moins deux. Les Allemands, moi quand j'y étais, alors ils ont fait des gros efforts depuis, c'était 1,37 en 2020, et puis je crois qu'eux, ils étaient l'an passé du côté de 1,31. Donc effectivement, ils ont besoin alors là, s'il y en a besoin, un pays qui a besoin des Américains, ce sont bien les Italiens qui sont véritablement, d'abord qu'ils leur doivent aussi un petit peu comme aux Allemands après la Deuxième Guerre mondiale, doivent leur résurrection, leur puissance quand elle dit on va pas fermer les bases américaines, en gros on a besoin des bases américaines, on a besoin des relations commerciales. Est-ce qu'effectivement on peut envisager un instant de s'en priver demain ? La 6e flotte à Naples, imaginez économiquement le désastre si tout ce petit monde qui nourrit des milliers de personnes s'en va. C'est un désastre économique régional considérable avec les bases américaines, notamment, il y a aussi des bases aériennes en Italie. Donc effectivement, ils ont beaucoup à perdre. Et puis ensuite, comme ils n'ont pas fait les efforts en matière de défense que nous, on a quand même fait globalement, on est resté une puissance moyenne mais globale, eh bien les Italiens, effectivement, restent otaniens parce qu'ils n'ont pas le choix. Je vous soumets notre réaction, le général Yakovlev. Si ça se termine mal là, avec les Américains, ils disent c'est la fin de l'OTAN par définition, mais il a une solution, on les vire de Rammstein, on les vire de Naples. Enfin, écoutez, regardez, il le dit mieux. Écoutez-le. Ils voulaient le Groenland, on les met dehors de Rammstein, de Naples, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus un bâton. Qui les mettra dehors ? Nous. Vous croyez ça ? Vous croyez que les Italiens vont dire allez, vous partez les bases d'Aviano, etc. Si l'OTAN s'arrête et que Trump nous parle comme ça, il est temps de parler aux avocats et de parler divorce. Ouais. En revanche, s'ils voulaient le Groenland, on les dégage de Rammstein et de Naples, vous rentrez chez vous. Non. Il a le sens de la formule. Un homme de l'OTAN, général Yakovlev. La formule fait pas Oui, il l'a vécu, il était chez l'état-major, mais il faut voir l'attachement des pays à ce qui est vital pour eux. Et je parlais de la composante nucléaire, je peux vous dire que la France est autonome, elle n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là, mais pour eux c'est vital. Regardez, les Allemands, ils ont été obligés d'acheter des avions F-35 pour monter des bombes nucléaires sur ces avions-là, des bombes nucléaires qui sont dans les mains de Donald Trump aujourd'hui. C'est-à-dire que si Donald Trump ne donne pas son aval, les Allemands ne peuvent pas déclencher de mission nucléaire. Vous voyez, on en est là. Donc il y a une interaction qui est très forte. Alors bien sûr qu'on ne peut pas la démonter comme ça, mais je crois qu'il faut pousser, autant qu'on puisse le faire, les Américains, parce que là, on fait la confusion entre Donald Trump et les Américains. Certes, il est président. Il ne le sera peut-être pas ad vitam aeternam. Est-ce qu'on va jouer le sort d'une alliance, effectivement, sur une élection politique ? On verra les midterms et on suivra ça, évidemment, avec attention. Mais c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Est-ce qu'on survit ? Est-ce qu'on tâche de survivre en se disant « il y aura un jour meilleur » ? Il y a une opposition américaine, quand même. Il y a des sénateurs, on en croise, j'en connais beaucoup, j'en ai connu beaucoup quand j'étais à l'OTAN, qui sont des fervents défenseurs de cette alliance sur le fond, l'alliance telle qu'elle a été conçue. Donc, ne désespérons pas quand même d'une réaction, mais les temps sont difficiles. Jusqu'où on va transiger, c'est ça la question en fait. Allez-y. Ouais, moi je pense que en fait il faut se mettre à l'esprit que Trump, ça n'est pas une rupture. C'est une clarification, une accélération. Et se dire qu'on peut faire le dos rond et que la tempête va passer, qu'on va retrouver des jours ensoleillés, c'est se condamner. C'est surtout dire tout simplement aux gens qu'on va mettre le sort de notre sécurité européenne entre les mains de quelques dizaines de milliers d'électeurs de la banlieue de Philadelphie et de Phoenix en Arizona, qui tous les 4 ans sont dans les états pivots et qui décident de qui va occuper la Maison-Blanche. On ne peut plus accepter, on ne peut plus tolérer ça. Et donc, par rapport à ce que disait la patronne de l'exécutif italien, Giorgia Meloni, elle pose les bonnes questions, elle a raison, et il faut y répondre. On ne va pas physiquement attaquer les McDo. En revanche, il faut commencer à consommer de manière responsable, faire des choix
et faire émerger des alternatives. Ça vaut dans le commerce, ça vaut dans le numérique, ça vaut aussi dans le militaire. Dans l'industrie de défense. À partir de l'industrie de défense, et la liste elle est encore longue, mais à partir du moment où le réveil il sonne pour la 375e fois, et il y en a encore qui sont en train de se cacher sous la couette, c'est criminel à ce stade. On est dans quelque chose qui était quand même très prévisible. Qui se cache sous la couette? On a nommé des... Moi, c'est facile pour moi de juger depuis mon siège ici. Et je comprends la situation de nos amis d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas d'indépendance en matière de dissuasion nucléaire et qui ont un rapport très différent aux Américains. Mais je pense que ça n'est pas un hasard si on a signé, par exemple, le traité de Nancy avec les Polonais, qui prévoit une clause d'assistance et de défense mutuelle. Donc ces personnes, ces pays, me semble-t-il, sont en train de passer, pas de changer d'une assurance vie pour l'autre, ils sont en train de doubler leur assurance vie, mais parce qu'ils sont en train de se dire que la première est celle sur laquelle on a toujours compté, elle est peut-être en voie de péremption et la date elle approche. Oui, mais maintenant, avant qu'ils fassent leur deuil du parrain américain, voilà. Rammstein, en 2 mots. Je rappelle que pendant le shutdown, les Allemands ont proposé de payer les salaires des civils et des Américains qui étaient sur la base de Rammstein. C'est bien la preuve que cette base est absolument essentielle pour eux. C'est grand comme une ville. Jamais ils n'abandonneront Rammstein. Et donc, en fait, je ne crois pas véritablement qu'il y aura des décisions ni chez les Italiens, ni chez les Allemands, ni chez les Polonais qui nous amèneraient à un divorce définitif avec les Américains. Oui, Claire. Oui, sur le divorce, Donald Trump lui-même a dit qu'il voulait l'OTAN, qu'il a même sauvé l'OTAN en poussant les Européens à dépenser plus pour la défense. Mais je vous rejoins et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que la Grande-Bretagne a été invitée au dernier exercice nucléaire réalisé par l'armée française. C'était quand même le premier pays étranger à pouvoir assister à cet exercice aux côtés de l'état-major. On voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent au sein de l'Europe. Tout ce cirque de Trump vise à fracturer l'OTAN mais ne donnera rien. C'est ce que dit Paul Watson, par exemple, dans le Figaro. Vous partagez ça? Est-ce que c'est une volonté, une stratégie de Trump de fracturer l'OTAN en utilisant tous les biais tels que le Groenland? Non, mais je pense qu'on a une mauvaise grille de lecture parce que lui, il n'a pas du tout les mêmes lunettes. Il ne voit pas du tout l'OTAN comme nous, on l'aperçoit ou comme on croit à cette alliance. Et il a transformé tout ça pour lui. C'est pas dans sa grille de pensée. Tout est transactionnel, donc tout se paye. Si vous voulez la sécurité, il faut le payer. On verra si on viendra ou non à votre défense en fonction des points que vous aurez accumulés de bons élèves, etc. etc. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Il faut se préparer. Ça fait plusieurs années qu'on milite pour cette autonomie stratégique dont on disait que c'était impossible. Et puis aujourd'hui, on commence à se dire, bah ouais, c'est quand même pas complètement idiot. Et puis demain, peut-être qu'il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, si on ne présente pas la force, ces gens-là, Poutine, Trump, ils ne comprennent que la force. C'est ça, on est dans ce monde. Nous, il faut qu'on ait une force sage, une force crédible, mais une force démocratique, enfin qu'on respecte nos valeurs, qu'on défende nos valeurs, avec nos valeurs. C'est ça peut-être la voie de sortie. Et qu'on convainque une autre majorité américaine que ça vaut peut-être le coup de continuer avec nous. Quelques mots, Gallagher. Non, même la stratégie du bon élève ne fonctionnera pas avec Donald Trump. Vous n'avez pas meilleur élève que le Danemark. Les F-35, les soldats perdus en opération en Afghanistan aux côtés des Américains. Claire a très bien rappelé les traités qu'ils ont signés, 41, 51, revus il y a quelques années pour donner toute l'attitude aux Américains, mais ça ne suffit pas. Le refus de la PSDC, parce qu'ils ne croyaient qu'en l'OTAN. Et voilà. Il y a eu ça aussi. Et vous voyez qu'ils vont peut-être voir leurs droits de douane augmenter. C'est danois malgré tout, parce que c'est l'information de la soirée. Donald Trump, il menace tous les pays qui ne seraient pas partants pour son plan sur le Groenland d'une hausse des droits de douane. C'est tombé il y a quelques instants, regardez. Peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland. Parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Je vais peut-être le faire. Et vous me disiez juste avant, il ne comprend que la manière forte. Donc on répond comment à ces menaces-là du président américain? Non, mais en acceptant la face-à-face économique. Hein, on est loin d'être démunis. S'il y a bien un domaine où on est capable... Alors, il faut aussi...
Là, il faut le dire, les hommes et les femmes qui aient le courage de le faire. Il ne faut pas qu'on baisse le rideau avant même d'avoir commencé la bataille. Aujourd'hui, la guerre, elle est aussi économique. On a compris, d'accord ? Eh bien, écoutez, on n'a pas fondé l'Europe pour rien. Sinon, on aurait fait que l'OTAN. Mais on a créé l'Union européenne parce que l'Union européenne, c'est une autre dimension. On a ces rendez-vous qui se multiplient. On a eu une échéance récemment, la mobilisation des avoirs russes gelés. Et rappelez-vous qu'on s'est divisé là-dessus. On a à nouveau l'opportunité de se montrer solidaires les uns des autres entre Européens, de faire, comme disait très bien le général Paloméros, usage de nos outils. Alors, l'instrument anti-coercition, c'est l'option nucléaire, mais on est quand même 450 millions. L'Europe, ça pèse économiquement parlant 17 000 milliards de PIB. C'est 50% du chiffre d'affaires que les GAFAM font hors de leurs frontières. C'est quand même des terrains et des territoires numériques ou digitaux sur lesquels il y a un champ d'action pour les Européens qui ne peuvent pas constamment refuser, j'allais dire, la compétition et là plutôt l'affrontement. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. Ah non, j'ai oublié de faire ça avec moi. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. Merci beaucoup Général Richoux. Merci beaucoup Claire Cambier. Merci infiniment Général Paloméros d'avoir accepté notre invitation. Merci bien évidemment à vous de nous regarder et n'oubliez pas, vous pouvez également nous écouter. Le QR code il est là pour nous récupérer, nous retrouver en podcast sur toutes vos plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vraiment n'hésitez pas, je le martèle, vous êtes toujours plus nombreux et franchement on en est ravis. Et restez avec nous dans un instant, c'est 24 heures Calvi.